Yael Braun-Pivet retire le soutien inconditionnel et Macron s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Voilà ce que tweet Jean-Luc Mélenchon qui s'en félicite. Il appelle à la fin du siège de Gaza, 1 an et 6 mois après LFI. Ces gens comprennent enfin la solution politique et la seule solution possible. Pour cela, il faut être non aligné. À la fin, la position de LFI s'impose comme la seule issue concrète, politique et humaine. Victoire de Jean-Luc Mélenchon, de départ Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron, Rachel. Mais complètement. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder encore énormément de tweets. Et là j'en ai vraiment beaucoup, il y a énormément de news. On va voir Sébastien Chabal qui ne se rappelle plus aucun match qu'il a joué, même pas la naissance de sa fille, les mecs, c'est triste. On va voir Hanouna qui se fait terminer par Booba sur Twitter. On va voir que CNews avoue que LFI avait raison. On va voir aussi que Bayrou est à nouveau dans la sauce. Il y a des gendarmes qui ont parlé. On va voir aussi Karim Zeribi qui dit les termes et plein de petites joyeusetés. Bref, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec la première news triste de Sébastien Chabal. Donc c'est marqué de RMC Sport. L'aveu terrible de Sébastien Chabal qui n'a plus aucun souvenir de ses matchs. Et là, on a la séquence quand il en parle. Il y a des moments de ta mémoire? Il y a toute ma mémoire. Alors ça, j'en parle pas parce que ça regarde que moi. Enfin, il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule. C'est une folie les mecs. C'est une dinguerie. C'est-à-dire ceux qui vont dire oui, mais il est blindé, il s'en fout. Les gars, en fait, ça sert à quoi d'être, même s'il était le plus riche du monde, ça sert à quoi d'être le plus riche du monde si en fait, t'as aucun souvenir de tout ce que tu as vécu? Ça sert à quoi? Et là, il va le dire, même la naissance de sa fille. Les 62 Mercedes que j'ai vécues, je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très sage, je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi, et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand-chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby, parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire des moments passés. C'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, mais ça, je suis arrivé à 16 ans par hasard, je suis arrivé, l'autorité m'est tombée dessus, j'ai rien voulu. Enfin, tu vois, tout cet enchaînement, et le fait de ne pas se souvenir, je pense que c'est pas moi. Un peu l'impression de voir ta vie à la troisième personne. Il y a ce truc-là, j'ai regardé sur Internet aussi, il y a ce fait-là de certaines personnes qui ont l'impression de ne pas vivre leur vie, mais d'être à côté, de vivre un peu comme une marionnette. Ouais, mais non, je dirais pas ça, parce que ceux qui vivent ça, ils se rappellent de ce qu'ils ont vécu. Moi, je me rappelle pas. Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? La naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants? Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Ouais, c'est pas déconnant les gens qui disent souvent que la plus grande richesse, c'est les souvenirs qu'on crée, tu vois. C'est pour ça que des gens adorent partir en voyage, etc. Parce que c'est pas des choses que tu vas garder physiquement, mais que tu vas garder dans la tête. C'est le plus important, tu vois, au final. Parce que si demain, il y a quelqu'un de ta famille qui décède, tu as au moins les souvenirs dans la tête. Et si tu perds ça, en fait, plus rien. Du coup, on enchaîne sur ce tweet de Camille Moscou et ça revient sur l'affaire, plutôt le drame de l'hélicoptère qui s'est crashé. Et là, c'est un autre angle. Regardez. Un autre angle, pas une angle. Un angle, pardon. Par contre, la musique copyright. Regardez, attends, on va reculer à nouveau. L'hélicoptère, en fait, il est tout droit. Et tout d'un coup, boum, il descend. Et on voit... Regardez. Voilà, là, ça fait boum. Et on voit là, c'est l'arrière... Je sais pas si vous voyez ma souris. Je vais zoomer. Donc là, on voit l'arrière de l'hélicoptère, je suppose. Parce que ensuite, regardez. Là, on voit la pale de l'hélicoptère. Je sais pas comment ça s'appelle, là, l'hélice, là. Qui tourne encore. La grande, hein. Et elle va se décrocher. Là, elle s'est décrochée. Vous voyez? Et là, il tombe. Mais franchement, il est tombé sec. Sec, l'hélicoptère. Et le mec, à nouveau, c'était une famille, hein. Un blindé. Un blindé. Donc quoi, l'argent? Et voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous remontrer ça. C'est qu'en fait, l'autre fois, je vous ai montré la séquence. Voilà, quand on voit l'hélicoptère tomber, on se dit voilà qu'il repose en paix, etc. Mais quand on a la photo des gens, c'est toujours plus... tu vois, ça prend une autre dimension.
Profitez de vos proches. Et on passe sur ce tweet de Les Grandes Gueules. Et là, c'est avec... oui, ça parle de religion. Regardez. La religiosité que tu évoques, Alain, je pense aussi qu'elle est liée à une chose, c'est la force de l'islam. La force de l'islam a remis dans notre pays la question de la religion au premier plan, oui. Et l'Église catholique a été assez forte, pour une fois, en matière de communication sur les réseaux, avec des choses qui sont malgré tout assez inspirées de la façon dont l'islam peut communiquer. Et je regarde ça avec du recul. Moi, je suis de culture catholique, familialement catholique, pas pratiquant. Mais je crois que les nouveaux catholiques, les convertis, les adultes qui se baptisent, peuvent le faire pour une partie d'entre eux en réaction à cette omniprésence de l'islam. Et là où la religion avait disparu, la religion est revenue. Et donc, ils décident de choisir leur religion. Et ils choisissent la religion. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. C'est génial, hein, si les gens veulent se convertir, je ne sais quoi. Mais ce que je trouve triste, vous savez, moi je suis pas croyant. Ce que je trouve triste, c'est le faire par opposition, tu vois. Parce qu'il va l'expliquer. Il dit, en fait, c'est des adultes qui se reconvertissent. Ou qui se convertissent, je sais pas comment on dit, bref. Tu vois, c'est pas des enfants qu'on baptise. Donc c'est pas genre c'est ancré dans la famille, ils le font. Non, non, c'est des adultes qui, après ce qu'ils voient en France, se disent, ah, je vais le faire par opposition. Donc c'est pas par croyance pure. C'est triste, hein, les mecs, hein, franchement. Catholique. Et dernier mot peut-être, relativisons un tout petit peu, plus 45% de baptême adulte, il y en avait tellement peu que c'est une valeur relative. Et mais ça fait la deuxième, troisième année consécutive quand même. Oui, non mais voilà, il y a un truc. Ouais. En revanche, l'Église catholique oublie de communiquer sur l'effondrement complet des baptêmes d'enfants. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus de baptême d'enfants. Donc voilà, il y a un mouvement, il se passe quelque chose, mais il faut relativiser les chiffres. Voilà, s'il n'y a pas de baptême d'enfants, c'est que c'est pas ancré. C'est plus des adultes qui ils voient ce qui se passe en France. Pour eux, il y a beaucoup trop de musulmans et du coup, par effet de contradiction ou bien effet opposé, tu vois, ils se disent, moi, je vais aller de ce côté-là, tu vois. Du coup, on passe sur ce tweet de Paul Vanier. C'est marqué hier, 2 témoins clés ont confirmé sur serment que François Bayrou était informé des violences pédo-1-1 à Bétaram dès les années 90. Là, c'est des gendarmes qui parlent, les mecs. C'est des gendarmes. Les gendarmes sont assermentés, si je ne me trompe pas. Donc, normalement, ils disent la vérité. Le juge Mirande qui affirme que c'est François Bayrou qui était à l'initiative de ce rendez-vous. Exactement, c'est François Bayrou qui va voir ce juge. D'ailleurs, il y a une procédure judiciaire. Tout ça interroge aussi sur la façon dont François Bayrou, à l'époque, s'immisce dans des procédures judiciaires en cours. Et il va le voir parce que son fils, à François Bayrou, est scolarisé à Bétaram. François Bayrou est inquiet pour son fils. Il demande au juge si son fils a des raisons, s'il a des raisons de craindre des agissements contre lui. Et d'ailleurs, il ne se préoccupe que du sort de son fils, nous dit hier le juge Mirande. Donc François Bayrou savait. Il sollicite le rendez-vous et il ne parle que du cas de son fils. Il ne parle que du cas de son fils et à la fin, surtout, il ne fait rien. Alors, il y a un autre témoin clé de l'affaire, autre audition hier, celle d'un gendarme, ancien gendarme de la section de recherche de Pau, le gendarme Alain Hontan, qui lui raconte avoir voulu présenter un prêtre accusé de viol au juge Mirande en mai 98. Que lui a répondu le juge ? Eh bien, il arrive devant la porte du bureau du juge, on est à la fin de la garde à vue, et le juge lui dit « Monsieur Hontan, pardon, mais il faut repousser l'audition, car le procureur général vient de me demander, et il m'indique que c'est François Bayrou qui lui a fait auparavant cette sollicitation, vient de me demander le dossier du père Caricard. Le père Caricard, c'est le violeur en série, l'un des violeurs en série de Bétaram. Et donc, il y a là un témoignage très important, sous serment, devant la commission d'enquête, d'un gendarme aux états de service exceptionnels, et ce gendarme nous dit qu'un de ses collègues est aussi témoin de cette scène. Nous avons des témoins qui Pourquoi nous indiquent... important cela nous indique que François Bayrou d'abord connaît le père Caricard en 1998. En février dernier, François Bayrou, devant les victimes de Bétaram, a affirmé ne pas le connaître. Et cela nous dit aussi que François Bayrou s'immisce dans une procédure judiciaire en cours à propos d'un homme accusé de viol sur mineur. Je veux dire que l'affaire Bétaram est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Et donc les agissements de l'actuel Premier ministre de la France dans ces années 1990 posent aujourd'hui beaucoup de questions. Et il devra répondre à ces questions. Il sera libre de ses réponses. Mais il devra précision, il devra vérité à la commission d'enquête le 14 mai prochain. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Le deal paraît évident, vous ne touchez pas à mon fils et je vous laisse continuer sur les autres, ceux qui méritent. » Et on continue avec Bayrou, donc il répond aux gendarmes, aux accusations, c'est marqué « Le procureur ment, les 3 gendarmes enquêteurs mentent, le juge ment, les parents mentent, les victimes mentent, tout le monde ment, sauf Bayrou. » Madame, soyons absolument clairs. Et ça sera prouvé parce qu'il y aura la commission et que j'irai devant la commission. Jamais, pas une seule fois de ma vie, de toute ma vie politique, je ne suis intervenu dans une affaire judiciaire. Jamais. Et je ne sais pas s'ils mentent, les juges et les gendarmes, vous savez, ça se trompe comme les autres. Moi, je vous dis,
que de toute ma vie, jamais je ne suis intervenu dans aucune affaire judiciaire. Et si quelqu'un peut venir me voir en disant « vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là qu'ils viennent. C'est ce qu'ils disent. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent « quelqu'un m'a dit que quelqu'un lui a dit que ». Ça n'a rien à voir. Jamais. Non, absolument pas. Alors je maintiens, j'apporterai toutes les preuves qu'il faut. D'abord, ça serait strictement interdit par la loi. Faut avouer une chose, là, il est beaucoup plus énergique que d'habitude hein, quand il répond. Vous avez capté? Après, il a toujours sa voix tremblotante en mode, on dirait qu'il est complètement coupable, constamment coupable, tu vois, quand il parle. Vous imaginez pas qu'un procureur général peut accepter une intervention d'un homme politique de surcroît que je ne connaissais pas. Je ne connais pas cet homme. Et donc, ceci n'est pas la vérité, et le contraire de la vérité. Alors, il y a peut-être des gens de bonne foi, des gens qui ne savent plus ce qu'ils avaient à cette époque, mais tout sera prouvé. Ok, on passe sur ce tweet de Serfia, c'est marqué Flash pour Cyril Hanouna. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe du Real Madrid. Et ben là, en match de tennis, en match de foot, je pense que le match se joue. Mais lui, depuis que Kylian a fait comprendre qu'il allait quitter le PSG, il a fait que le défoncer. Déjà à l'époque sur TPMP. Maintenant sur Europe 1, il les termine. Alors qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de rumeur qu'il allait quitter le PSG, il faisait que encenser Kylian. C'est une folie, il a un foutu parti pris. Avant. Et Mbappé, Vinicius, enfin le Real Madrid. Mais dès le début du match hier, on voyait qu'ils étaient pas là. Ils avaient l'air complètement consternés, perdus sur le terrain. Mais le problème qu'il y a, c'est pas. Je dis pas que c'est Kylian Mbappé, mais c'est Kylian Mbappé. C'est-à-dire que. Je dis pas que c'est Kylian, mais c'est Kylian. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l'équipe. Vous savez, moi, on m'a souvent dit. Moi, j'ai un garçon que j'adore, par exemple, qui s'appelle Laurent Baffy. Ouais. Que j'adore. Et je l'adore, je trouve que c'est un des mecs les plus talentueux, c'est peut-être le plus talentueux en télé. Combien de fois on m'a dit, prends-le avec toi, et je sais pas d'ailleurs, je sais même pas s'il veut, je suis pas sûr que Laurent le veut, il a fait quelques émissions avec moi, et ça s'est très bien passé, on a rigolé. Mais parce qu'il est tellement bon que même ces auditeurs là au QI négatif, ils vont réaliser que ce présentateur, il est éclaté au sol. Alors que Ardisson, il sait qu'il est bon, donc il peut prendre quelqu'un avec lui qui est tout aussi bon. Ça va pas le gêner. Mais lui, il le prend pas parce qu'il sait très bien que Baffy va mettre une tempête. Les gens vont réaliser comment il est éclaté au sol, tout simplement. C'est ça le truc. Une fois, je dis non, parce que Laurent il prend tellement de place que ça va me flinguer le reste de l'équipe. Et c'est pareil pour moi, une équipe de chroniqueurs, une équipe de foot, c'est pareil. Là aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça va pas. C'est tout, tu prends Kylian Mbappé, tu mises à fond sur lui, et tu dis, bah alors, tu sais quoi, Vinicius, il part. Mais ça, c'est pas la faute de Mbappé, du coup. Oui, mais il ne faut jamais faire les choses à moitié. Si tu crois en Mbappé, eh ben, tu te fais pas un plaisir en disant, je vais prendre Mbappé alors qu'il te manque un milieu défensif parce que c'est catastrophique parce qu'il y a le meilleur joueur du monde défensivement qui est parti, Toni Kroos au milieu. Donc, tu dois le remplacer tout de suite. Bah oui. Mais si tu prends Kylian Mbappé, tu te dis, tu veux te faire un kiff, eh ben, tu dis, bon, bah, alors je mise à fond sur lui et je sors Vinicius. Mais peut-être que Vinicius va partir. Non, mais alors, oui, mais déjà, mais Kylian Mbappé, il va pas avoir 50 saisons, vous savez. À un moment, quand t'es au top, là, il va avoir 27 ans décembre, Kylian Mbappé. Il va lui rester quoi au top? 3 saisons? 3-4 saisons, c'est fini. Il y a des mecs, ils vont faire. Ouais. Non, mais avec les mecs qui arrivent derrière, donc peut-être qu'il sera jamais ballon d'or. Donc arrêtez de défendre l'indéfendable. Du coup, il y a Booba qui répond en disant, on parle d'un gars qui a fait couler 2 chaînes télé, mis 400 personnes au chômage et s'est fait larguer par sa meuf, boit de l'urine et lèche le cul des chiens. Je suis mort. Et on passe sur ce tweet de Ulysse qui a marqué, ça leur fait mal au cul, mais les fachos de CNews sont bien obligés de reconnaître cette micro-victoire politique de la France insoumise qui a tenu ferme sur la critique du gouvernement criminel de Netanyahou malgré leur calomnie permanente. Là, les dernières 24 heures de Yael Braun-Pivet entre l'Assemblée nationale et l'État palestinien, elle est pour. Je rappelle qu'elle a été une cible de la France insoumise, Yael Braun-Pivet. Yael Braun-Pivet retire le soutien inconditionnel et Macron s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Voilà ce que tweet Jean-Luc Mélenchon qui s'en félicite. Il appelle à la fin du siège de Gaza, 1 an et 6 mois après LFI. Ces gens comprennent enfin la solution politique et la seule solution possible. Pour cela, il faut être non aligné. À la fin, la position de LFI s'impose comme la seule issue concrète, politique et humaine. Victoire de Jean-Luc Mélenchon, de départ Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron, Rachel. Mais complètement. Et... Du coup, il continue avec ce tweet où c'est marqué « Les fachos de CNews saluent la position de François Hollande sur la reconnaissance de l'État palestinien. Rappelons que Hollande, alors que la majorité PS a voté cette reconnaissance à l'Assemblée, pendant son quinquennat, a refusé de la mettre en œuvre. » François Hollande, pour commencer, l'ancien président. Cette reconnaissance, elle doit venir. Si elle vient dans un cadre qui permet à des pays qui ne reconnaissent pas Israël de le faire, et à d'autres pays qui ne reconnaissent pas la Palestine ou l'État palestinien de le faire, c'est un bon processus. Mais il faut quand même dire que c'est purement déclaratoire. Donc ce qui compte, c'est bien sûr qu'un jour il puisse y avoir un État palestinien, mais que le Hamas ne soit pas dans cet État palestinien et que Gaza puisse être une zone où les Gazaouis puissent vivre.
il est quand même plus sceptique qu'Emmanuel Macron. C'est comme Eric Tegner, je pense que le Hamas ne soit pas dans Gaza. Il le dit quand même. On est assez d'accord avec ce que dit le président Hollande. Écoutez, voilà, il faut le saluer. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça vous arrive. C'est comme Eric Tegner avec Charles Larcher. Vous allez bien? C'est pas un jour. Vous n'avez pas de fièvre? Non, vous voulez que je vienne prendre votre température? Vous n'avez pas de fièvre? Non, ça va. Non, mais la position de François Hollande est une position sage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure évidemment cette éventualité, parce que ça va dans le sens de l'histoire, mais le timing aujourd'hui pose question. Macron préfère peut-être être défendu par le Hamas que par François Hollande. Est-ce qu'on peut quand même parler c'est ça, il va toujours trop loin. C'est toujours trop loin. Mais vous me dites d'avoir des Oui, non, mais oui. Je vous disais de travailler l'autodérision. C'est le côté un peu Donald Trump, la mèche blonde avec la cravate rouge. Vous avez raison. Ah oui, vous avez raison. C'est ce côté un peu excessif. Vous avez raison. Alors, mais là, vous venez de m'éclairer, Pierre. Ah ben voilà. Vous êtes Donald Trump en début de carrière, là, à New York. Vous auriez dû jouer dans le biopic, là, The Apprentice, là. Le promoteur immobilier. Ah mais non, mais c'est exactement ça. Mais alors là, c'est terminé. Là, c'est terminé pour vous. Donald Tegner. Ça va. Mais c'est exactement ça. Des millions pour suivre. Mais c'est exactement ça. Mais vous m'avez ouvert les yeux, Pierre. La cravate. Et on passe sur ce tweet de WCRT, c'est marqué détourner l'argent du Parlement européen, ce n'est vraiment pas grave. Pascal Pro fait l'apologie du détournement de fonds publics, tout va bien sur ses propagandes. Tout ça n'est pas très grave, même l'exemple que vous citez, tout ça ne me choque pas beaucoup. Alors si rien n'est grave, alors évidemment, ça, c'est vraiment pas grave. De l'argent du Parlement pour faire autre chose. Alors ça, c'est vraiment pas grave. Je vous assure, c'est vraiment pas grave que la vie politique soit payée ou financée, dans l'exemple que vous donnez, par le parti, parce qu'il travaille plus ou moins. Évidemment, c'est un ensemble de choses. Tout ça ne me paraît pas très grave. Vous savez, il y a quelqu'un qui a été condamné. Il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans notre société. Je vous avais dit quoi hier? En fait, à vouloir défendre l'indéfendable, il passe pour des crétins finis. Il a honte de rien. On parle de plus de 4 millions d'euros, les mecs. Et on passe sur ce tweet de Amine et c'est marqué « Pourquoi ces journalistes n'assument pas CNews, vous êtes une chaîne d'extrême droite européen, vous êtes une radio d'extrême droite, le JDD, vous êtes un journal d'extrême droite, assumez-le, gagnons du temps. » Éric Coquerel. Vous allez appliquer cette demande de la présidente de l'Assemblée? Elle a demandé aussi que la presse entre guillemets, travaille dans des règles. La presse, c'est une mauvaise presse. Ah bah il y a la presse qui vous donne raison et l'autre. Mais il y a une presse et puis des organismes militants qui se cachent derrière des cartes de presse. Oui. Et c'est le cas de Frontières, si vous voulez bien. La question n'est pas une presse d'opinion qui ne pourrait pas venir à l'Assemblée. Vos chaînes, par exemple CNews et autres, sont à l'Assemblée. Elles se comportent de manière normale. La question n'est pas seulement est à l'Assemblée. Absolument. Ils se comportent de manière normale. Je parlais de presse d'extrême droite. Donc vous avez, c'est pas non plus. Qui est presse d'extrême droite? CNews quand même. Ah non, CNews c'est pas du tout une chaîne d'extrême droite. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue, monsieur Coquerel. C'est pas un point de vue. Votre ligne éditoriale. Votre ligne éditoriale. Non. L'extrême droite ne veut pas dire. Vous pouvez pas dire que CNews est une chaîne d'extrême droite alors que vous êtes invité. La semaine dernière, on s'en parlait pendant la publicité. J'étais avec Manon Aubry. Ce qu'il vient de dire, c'est comme dire qu'un mec qui sort avec une Renoir, il peut pas être raciste. J'en ai déjà vu, moi, des fachos qui étaient avec des Renois. Mais c'est n'importe. Ça va, mon meilleur ami est arabe, donc je ne peux pas être raciste. Votre point de vue, c'est la liberté d'opinion. Bah écoutez, changez de ligne éditoriale. À la même heure, il y avait Manon Aubry. Vous êtes là et si vous voulez bien, je minutes à en parler. D'accord, mais allez-y, je vous en prie. Vous pouvez à un moment donné avoir des lignes éditoriales d'extrême droite et vous savez très bien qu'on a aussi décidé de plus venir dans les débats et de venir. Et même pour aller plus loin, à l'époque, je crois, il y a des esclavagistes qui se tapaient des noirs. Pendant les matinales. Normalement non, vu qu'ils détestent, ils ont une haine viscérale du noir. Comment ils ont pu coucher avec des noirs? Et merci d'ailleurs d'être là. Voilà. Bon, j'ai un peu extrapolé, si tu vois le délire, hein, je suis un peu parti tous les sens, mais tu vois l'idée. Hein. Donc, dire qu'il invite quelqu'un de gauche, ça veut dire qu'il peut pas être d'extrême droite, je souffle. Hein. Voilà, moi je suis pas d'extrême droite, mais je peux parler à quelqu'un d'extrême droite, quoi, faut arrêter. Disons qu'il y a des tranches dans ces news qui véhiculent beaucoup d'idées d'extrême droite, et en tout cas du camp le plus extrême. Sur le droit de la presse, extrême. Voilà, et on passe sur ce tweet dans la séquence et c'est marqué « Ça me paraît un peu tardif. Après des mois de bombardement, tout le monde constate une riposte israélienne totalement disproportionnée. Se réveiller maintenant une fois que tout est rasé bombardé, que des enfants sont morts. » Charles Consigny dans les grandes gueules RMC concernant Macron et Macron. T'es allé montrer une certaine émotion devant le sort de la population de Gaza. Ça me paraît quand même un tout petit peu tardif après des mois de bombardement que d'aucuns considèrent comme très excessifs, et j'en fais partie. Et donc je comprends pas en fait la débâcle de la diplomatie française dans cette histoire. Je trouve que on a été complètement incohérent, changeant. Un coup on voulait monter une coalition contre le Hamas, le lendemain on changeait de pied. Notre propre ministre. T'es vraiment surpris ? Notre propre ministre des Affaires étrangères a laissé arrêter sous ses yeux
et embastillé par la police israélienne, 2 gendarmes français, sans réagir, sans quitter le territoire. Donc je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de faiblesse. Il y a quelque chose qui quand même saute aux yeux de tout le monde. Tout le monde évidemment considère les attentats du 7 octobre comme une abomination, mais je pense que tout le monde constate aussi le caractère totalement disproportionné et fou de la riposte israélienne. Et ne pas savoir dire ça quand on est la France, bah, c'est qu'on n'est plus la France, c'est qu'on est complètement aux fraises. Donc se réveiller maintenant, une fois que tout est rasé, bombardé, que des enfants sont morts et que beaucoup sont blessés à vie, je vois pas trop le point. Je pense que c'est trop tard. Du coup, dans les commentaires, Charles Consigny est repassé en semaine A. Et si LFI exigeait des excuses pour avoir eu raison depuis le 8-10-2023, t'es vraiment qu'une grosse Olivier Truchot avec ton petit sourire en coin. Par contre, je vais mettre un bip sur ça parce que tu connais YouTube. J'ai déjà une vidéo qui a sauté à cause de ce genre d'insultes que je lisais. Consigny, semaine B. Semaine A ou semaine B? On passe sur ce tweet de Khelifi Mohamed et c'est marqué « Pourquoi ?» Mais pourquoi, depuis presque 2 ans maintenant, il n'y a aucune indignation, aucune émotion de ces gens-là quand ça touche des Palestiniens? Pourquoi cette approche sélective, cette émotion en fonction de la couleur de peau, de l'origine, de la nationalité, de la religion de ceux qui sont frappés par des drames? Pourquoi on ne dit pas aujourd'hui le droit international est bafoué? Et nous, la France, nous allons nous indigner collectivement, quel que soit le bord politique, parce que ça n'est pas la question d'un bord politique, c'est la question du respect des valeurs humaines, universelles, universalistes. Nous ne sommes plus la France quand nous comportons comme Yael Braun-Pivet. Elle joue l'institutrice qui taperait sur les doigts de ceux qui aujourd'hui ne respectent pas le règlement. Mais il ne faut pas le respecter, le règlement de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas le respecter. On met le visage, les noms, les histoires des Israéliens civils qui ont été tués. On a raison de le faire. Moi, encore une fois, je ne suis pas pour qu'on taise la mort de civils israéliens. Je ne suis pas pour que nous ne ressentions pas de peine pour cela. Personne n'a dit ça. Mais pourquoi nous ne faisons pas pareil pour les autres? Et on voit que la disproportion, elle est phénoménale. Quand on a un mort israélien, on a 1000, 10 000 morts palestiniens. Mais pendant combien de temps ça va durer? Et eux, on les invisibilise. Ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas de visage, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de terre. Moi, je refuserai toujours de me taire. Je refuserai toujours de baisser la tête. Je défendrai toujours la cause palestinienne. Parce que c'est une cause juste. C'est une cause qui nous incombe une responsabilité. Aymeric Caron a raison. David Guiraud a raison. Mathilde Panot a raison, Manuel Bompard a raison, Sébastien Delogu a raison. Ils ont raison, la France insoumise. Après, on te dit, ils vont draguer l'électorat musulman. Mais de quoi on parle? Il faut être musulman pour avoir de la peine pour les Palestiniens? Ou faut être humain, tout simplement? Mais c'est scandaleux ce qu'on entend. Notre pays est en train de décliner, est en train de couler notre pays par ce comportement de certains. On n'est plus la France dans ces conditions-là. C'est pas possible. Donc il faut relever la tête. Il faut que des voix s'élèvent. Et il faut arrêter d'essayer de rendre ce génocide religieux. Non, c'est pas les juifs contre les musulmans. Les juifs et les musulmans sont capables de s'entendre lorsqu'on a des juifs et des musulmans qui ont une dimension humaine, lorsqu'ils partagent l'essentiel. Et aujourd'hui, Netanyahou ne partage rien sur le plan humain. C'est un barbare, c'est un criminel. Sa place est en prison. Voilà, Karim Zeribi a dit une fois de plus les termes. On termine avec ce tweet de Léna Garot. C'est marqué « À quel point votre cerveau doit-il être pourri pour appeler cela droit à la légitime défense ?» Du coup, dans les commentaires, c'est abominable, on appelle rendre au centuple. Moi, je trouve triste qu'au XXIe siècle, des peuples s'entretuent encore, faisant des femmes et des enfants les premières victimes de la barbarie humaine. Les Juifs sont arrivés dans un pays qui n'était pas à eux. Ils se sont imposés et ont réduit la Palestine à rien. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.